Public et sciences politiques, le professeur Ibrahim Afal, ici présent, et m'excuser d'avance d'avoir à émettre un discours qui peut paraître par endroits, j'allais dire un peu docte, mais vous excuserez un tout petit peu la propension normale d'un jeune qui a grandi sous l'ère Abdoulaye Wade à questionner, à critiquer un concept qui, de toute évidence, ne s'inscrit pas logiquement dans notre historicité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc je voudrais auparavant, puisqu'il s'agit, on m'a assigné le rôle de contribuer à expliciter le concept, notamment dans la matière qui est la mienne, en sciences politiques, en droit public. Comment, en sciences politiques, en droit public, on conçoit la notion de laïcité. Donc dans un premier temps, je vais rappeler comment les spécialistes de ces matières-là définissent-ils la notion de laïcité. Ensuite, si vous me le permettez, dans un deuxième temps, je vais essayer de mettre en perspective cette notion par rapport à la trajectoire historique récente du Sénégal, notamment ce qui s'est passé au moment de l'adoption de la Constitution du 22 janvier 2001, où, effectivement, on a vu un président de la République entouré de conseillers juridiques, mais auréolé de toute sa légitimité électorale, qui pensait pouvoir expurger cette notion de notre préambule de la Constitution. Et donc la résistance farouche qui a été celle des catholiques, donc je vais mentionner cela très rapidement, pour susciter quelques questionnements et enrichir le débat. Donc au sens strict, le principe, la laïcité est un principe juridique et institutionnel qui désigne la séparation de l'Église et de l'État. De la manière la plus extensive, je veux dire, par exemple, la différenciation entre la confession religieuse et l'autorité politique, ainsi que l'absence qui en résulte de religion établie. La laïcité exclut l'idée d'une religion établie, telle que l'anglicanisme en Angleterre ou l'islam au Maroc. Dans cette perspective, on peut dire que l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les confessions et la liberté de croyance sont considérées comme évidentes, vont d'elles-mêmes. Les États-Unis furent les premiers à avoir donné une valeur constitutionnelle à cette notion en 1791. La France l'a intégrée pour sa part de façon progressive. D'abord, il s'est passé le moment du transfert de la tenue de l'état civil du clergé à l'État en 1792. Ensuite, on a affirmé la primauté du mariage civil sur le religieux en 1810. Ensuite, il y a eu l'abolition du caractère religieux des cimetières en 1881. La laïcité de l'enseignement public a été proclamée en 1881-82. La suppression des prières publiques à l'ouverture des sessions parlementaires en 1884. La séparation officielle de l'Église et de l'État en 1905. C'est d'ailleurs cette loi-là qui est la plus connue, la loi 1905. Quand on parle de laïcité, souvent, le premier réflexe de l'étudiant, c'est de mentionner la loi 1905. Et enfin, l'inscription du principe dans la Constitution de 1946. Je rappelle ici que le préambule de la Constitution de 1946 fait partie du bloc de constitutionnalité en France. Le mot lui-même dérive du terme de droit canonique catholique, laïque. Les laïcs désignent les fidèles non revêtus du sacerdoce, donc qui sont non prêtres ou religieux. Bien que la séparation de l'Église et de l'État se retrouve dans les institutions de nombreux pays en Europe et en Amérique en particulier, mais pas en Angleterre, ni au Danemark ou en Norvège notamment, ou longtemps dans les cantons suisses. La portée idéologique est conflictuelle de l'idée de laïcité, parce qu'il faut le dire, c'est une notion qui a une portée idéologique et très conflictuelle, selon effectivement les sociétés et leur trajectoire historique. Donc cette portée idéologique et conflictuelle apparaît toutefois spécialement grande en France. La France est à l'évidence l'un des pays où les acteurs politiques aiment à se gargariser de formules complexes parfois, ou adopter une posture de rejet des autres cultures en mettant en évidence cette laïcité qui gagnerait par ailleurs à être explicitée, y compris dans la conception même des acteurs politiques français. Parce qu'il y a une contradiction évidente entre ce qui est prescrit par la loi et le comportement réel des acteurs politiques qui, eux, parfois, ont tendance à, de façon manifeste, privilégier effectivement une religion au détriment d'une autre. Ça, on pourrait effectivement en parler dans le cadre des échanges. Le mot ayant du reste en France, donc le mot a été longtemps ignoré dans la plupart des langues européennes, qui lui préféreraient ceux de sécularisation ou de séculier.
quand vous traduisez la plupart des ouvrages scientifiques, ignorent le mot laïcité, préfèrent la sécularisation ou séculier. Tout comme certains concepts difficiles ont parfois, chez les traducteurs, ont fait l'objet de rejet du travail. Par exemple, le concept d'habitus en sociologie, pour les spécialistes de la sociologie, on sait qu'il y a des traducteurs qui refusent, quand ils traduisent Bourdieu, d'utiliser le mot habitus, parce que c'est un concept, une notion qui est chargée de controverses à la fois doctrinales et épistémologiques. De la même façon, les chercheurs en sciences politiques, en sciences juridiques, qui ne sont pas issus de la même culture française, franco-française, ont tendance à mettre entre parenthèses la notion de laïcité, à préférer la notion de sécularisation ou de séculier. La France est passée à la fin du XVIIIe siècle du gallicanisme d'État à la laïcité d'État. Au-delà de sa signification juridique, donc, cette notion y a désigné un corps de valeurs dit souvent humaniste. Donc quand on parle de laïcité, souvent ça désigne le corps de valeurs humaniste ou républicain. Ce sont les humanistes et les républicains qui se sont arrogés le côté positif, l'apparence vertueuse de cette notion de laïcité, non référée à la religion, bien que dérivée en bonne partie des principes évangéliques. Il en découle, entre autres choses, que le clivage réel y a moins séparé l'État de l'Église qu'à opposer le cléricalisme au républicanisme ou l'athéisme officiel à la France catholique. Cela alors que se voulant en général, exempt de valeurs et de contenu propre, la laïcité innommée d'autres sociétés a davantage professé une neutralité affirmée vis-à-vis de toutes les confessions. Par exemple, à la limite de l'endroit de l'Église, à l'endroit de l'Église de Scientologie. En outre, l'importance historique prise dans les pays catholiques pour ce que l'on a parfois appelé la querelle scolaire a considérablement aiguisé le conflit sur la laïcité de l'État dans des sociétés où le système d'éducation avait longtemps été dominé par l'Église, dans les collèges secondaires en particulier. On peut remarquer ici qu'au Sénégal aussi, l'enseignement catholique a pendant longtemps effectivement eu une très bonne réputation et les familles musulmanes continuent aujourd'hui encore à envoyer leurs enfants dans le privé catholique parce qu'effectivement cet enseignement a toujours eu une présomption d'efficacité. C'est des enseignants qui sont réputés très brillants et les résultats scolaires en attestent largement dans les privés catholiques. Souvent le baccalauréat, c'est des résultats extrêmement brillants. Et donc au Sénégal, la laïcité de l'institution catholique n'a jamais posé de problème. Là encore, malheureusement, et je suis pas, on aura tendance à penser que peut-être que j'ai quelque chose contre le président Wade, mais la première fois qu'il y a une opinion hostile a commencé à s'exprimer au Sénégal, c'est lorsque, effectivement, c'est sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Et il s'est agi à un moment donné de remettre en question les acquis de ces privés catholiques, notamment lorsque un principal d'une école privée catholique a cru devoir dire que dans son école, effectivement, le signe ostentatoire religieux était banni. Donc les musulmans ont pris cela pour un rejet de leur religion et donc ça a suscité pendant quelques jours un débat un peu sensible. Et donc là, ce qui montre un tout petit peu la sensibilité du concept, donc j'y reviendrai dans la deuxième partie, puisque c'est une notion qui a priori ne relève pas de nos représentations culturelles et qui est en déphasage avec la perception islamique de la différenciation entre la cité politique et le religieux. Il va de soi que de temps en temps, s'il y a des groupes organisés structurellement qui ont vocation à remettre en question la place du catholicisme dans le système politique, de temps en temps, il peut y avoir effectivement des étincelles. Et justement, heureusement que nous avons des acteurs politiques tout à fait consciencieux du Sud qui ont cette capacité de transcender ces conflits-là et d'éviter effectivement que le Sénégal n'ait à faire face à ce type de conflictualité qui, de toute façon, n'a pas de racine, n'est pas enraciné dans la société sénégalaise, qui est une société cohabitationniste où le catholique, le musulman, etc. sont issus parfois des mêmes familles. Dans les milieux protestants, en revanche, la généralisation d'un enseignement public non religieux n'a guère posé de problème dans le plus grand nombre des cas, rendant par là le débat sur la laïcité assez dépourvu d'enjeux jusqu'à une période récente. Donc je ne pense pas qu'en Grande-Bretagne, par exemple, la question de la laïcité ait une connotation polémique comme en France. Donc souvent, on a vu en Angleterre les chics avec leur voilà, les musulmans qui portent de grosses barbes, ça n'a jamais choqué qui que ce soit. Pourquoi en France c'est choquant? Voilà. Il convient d'ajouter que le concept de sécularisation, entendu comme le processus en vertu duquel une société cesse peu à peu de faire appel à la notion de sacré et à la volonté ou à la révélation divine dans la gestion des questions temporelles et notamment politiques,
prévaut sur celui de laïcité dans les pays anglo-saxons ou protestants. La situation inverse s'observe en France, où le terme de sécularisation est même souvent l'objet d'un contresens, dans la mesure où il se trouve confondu avec celui de laïcité. Or, un pays peut fort bien ne pas obéir au modèle institutionnel de la laïcité, tout en se révélant profondément sécularisé. Les sociétés britanniques ou scandinaves en offrent l'exemple. Alors, symétriquement, un État laïque tel que l'État turc, notamment, peut très bien correspondre à une société très peu sécularisée et toujours profondément soumise à la religion. Bien sûr, là encore, il faut faire la différence entre Mustafa Kemal Atatürk et l'actuel président turc, qui est très loin de prôner la laïcité soft du fondateur de la République par le passé. Donc voilà quelques éléments rapides de conceptualisation que l'on peut retrouver dans le manuel de sciences politiques et de droit public. Alors je voudrais dire, monsieur le modérateur, si vous me permettez, en 2 minutes, que mon point de vue par rapport à cette question-là, c'est que la notion de laïcité, tout comme la plupart des dispositions constitutionnelles qui ont prévalu dans nos sociétés politiques, donc post-coloniales, sont des notions qui fonctionnent difficilement parce qu'elles ne sont pas enracinées sociologiquement, ni historiquement, ni culturellement. Pourquoi voulez-vous que les Sénégalais aient une conception de la laïcité qui est une laïcité à la française, hostile à la religion, alors que nous n'avons pas de compte à régler avec notre religion, avec ni la religion musulmane, ni avec les confréries religieuses qui ont contribué historiquement à la constitution du socle sociopolitique sénégalais pendant la colonisation. Les fondateurs des grandes confréries religieuses ont, de façon décisive, contribué à forger l'ordre social, l'ordre politique qui est aujourd'hui stabilisé et qu'on nous envie un peu partout. Donc si on avait un chef d'État qui aurait pris à la lettre la pertinence, l'opportunité d'appliquer systématiquement la notion de laïcité telle qu'elle est conçue en France au Sénégal, cela contribuerait à l'évidence à déstructurer le tissu social, cela contribuerait à chercher à délégitimer des chefs religieux, et donc aussitôt on aurait sur la place publique une confrontation ouverte entre le spirituel et le temporel, alors que selon Donald Cruz O'Brien, qui était un spécialiste de la science politique, spécialiste du Sénégal, le success story sénégalais, le caractère exemplaire de la démocratie sénégalaise repose précisément sur ce qui, à l'origine, a consisté à établir un consensus entre les tenants du pouvoir religieux, les fondateurs de confréries et l'administration coloniale. Et donc ce contrat social-là, il est très bien compris des Sénégalais, ce qui fait que les Sénégalais sont certes écartelés entre des sollicitations contradictoires, parce que la citoyenneté met en évidence le rapport entre l'individu, qui a une carte d'identité, un passeport avec l'État, donc c'est un lien juridique, alors que la religion, l'appartenance confrérique, fait appel à un autre registre d'allégeance. Donc la dualité des systèmes d'allégeance, allégeance religieuse et allégeance juridique, est parfois une contradiction insoluble. Mais jusqu'ici, heureusement, on a l'impression que les Sénégalais ont pu solutionner cette contradiction apparente en étant à la fois catholique pur et dur, mais citoyen sénégalais pur et dur qui est défenseur de la République. Musulman, laïen, khadr, niassène, etc., pur et dur, mais qui sait parfaitement qu'il faut absolument fétichiser la République et lui donner tout ce qui est indispensable à sa stabilisation. Donc pourquoi, de ce point de vue-là, je ne pense pas, et c'est mon point de vue, je termine par là, nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'exemple français de la laïcité. Au contraire, nous avons intérêt à définitivement tourner le dos à la conception française de la laïcité. Monsieur le modérateur.